l'Équateur, je crois que c'était lors de la dernière journée, n'a perdu que 3-2 contre le Brésil. Donc c'est une équipe qui certainement va bien défendre, cherche à défendre, qui a fait aussi 2 résultats positifs lors de ces 2 rencontres à domicile lors des 2 dernières journées. L'Uruguay, elle, sortant d'une défaite, une courte défaite c'est vrai, mais une défaite tout de même contre la Colombie. Donc important pour l'Uruguay puisqu'il faut absolument gagner les matchs à domicile dans une formule championnat avec 10 équipes. Une formule championnat sur laquelle on aura peut-être l'occasion de revenir, mais qui semble tout de même, pour cette zone Amérique du Sud, nettement favorable et favoriser les favoris. On a l'impression quand même que ce tournoi-là, par rapport aux éliminatoires de la zone Europe, où on a des groupes de 5 équipes avec un qualifié, le premier et le deuxième barragiste, là, en Amérique du Sud, on a 10 équipes qui se disputent un tournoi, d'accord, il y a plus de matchs, ça fait 18 matchs, mais sur les 18, il y en a 4 qualifiés d'office sur les 10 équipes et une qui joue les barrages. Ça fait pratiquement 1 sur 2 qui se qualifie, oui, puisque celle qui joue les barrages joue contre le vainqueur du groupe Asie-Océanie, me semble-t-il. Oui, moi je pense que c'est beaucoup plus facile pour la zone CONMEBOL de sortir pour ces bonnes équipes, surtout qu'on connaît les bonnes équipes et traditionnellement on retrouve toujours les mêmes de toute façon après lors des championnats du monde. Oui, c'est Omar Da Fonseca qui le disait notamment l'autre jour. C'est vrai que alors que le coup d'envoi, vous l'avez vu, a été donné et que les Uruguayens sont tout de suite à l'attaque avec une première intervention du gardien équatorien. Ça n'a pas chômé. Quelque chose me dit qu'il va avoir du travail. Notre ami Ibarra, le gardien équatorien. Oui, Omar Da Fonseca disait que finalement, bon, et après tout, c'est pas plus mal comme ça, mais il disait c'est un petit peu fait pour qu'on retrouve, quoi qu'il arrive, l'Argentine et le Brésil aux phases finales de Coupe du Monde. Et c'est vrai qu'une Coupe du Monde sans l'Argentine ni le Brésil ne serait pas tout à fait une Coupe du Monde. C'est pas tout à fait une Coupe du Monde, mais c'est vrai aussi tout de même que c'est plus facile pour la zone sud-américaine. Alors que les Uruguayens, vous le voyez, partent pied au plancher, c'est le moins que l'on puisse dire, avec cette intervention du numéro 9 équatorien, Graziani. Vous l'aurez compris, les Uruguayens jouent en bleu et c'est assez classique. On a connu en France un grand joueur uruguayen, Enzo Francescoli. Un joueur extraordinaire. Moi je sais que j'allais au Parc des Princes quand le Matra existait souvent pour voir jouer Enzo parce que c'était un joueur merveilleux. Oui, on se souvient de lui notamment à Marseille, notamment lors d'une première épopée européenne qui s'était terminée par la fameuse main de Vata, mais au match aller, les Marseillais et notamment Enzo Francescoli avaient livré un match exceptionnel. On s'en souvient tous. Bref, c'est une autre génération. On l'a dit, les Uruguayens, ils sont absents de la Coupe du Monde déjà depuis quelques éditions. Ça fait longtemps. Ils ont eu leur traversée du désert, on va dire, leur passage à vide. Et puis tout d'un coup, depuis le début de ces éliminatoires, on redécouvre cette équipe que l'on attendait quand même. Les observateurs savaient qu'il y avait une nouvelle génération qui arrivait et que de toute façon, la Céleste, comme on l'appelle, n'était pas tout à fait morte. C'est la génération 77 qui a participé au championnat du monde en Malaisie. Il y a bon nombre de joueurs de cette sélection qui sont dans l'effectif de cette équipe et c'est tout à fait logique de voir cette équipe uruguayenne refaire surface avec un noyau de jeunes joueurs. Bon, ils sont bien partis dans le match et ils ont intérêt de toute façon à mettre beaucoup de pression au départ de match sur cette équipe équatorienne. 3 victoires, 2 nuls, 2 défaites avant cette rencontre pour les Uruguayens qui sont dans le peloton de tête, on l'a dit, avec 11 points derrière l'Argentine qui avant cette journée en comptait 16, la Colombie elle en comptait 12 et en ce qui concerne l'Uruguay, le Brésil, toutes ces équipes donc à 11 points. C'est nettement moins bon en revanche du côté de l'Équateur, puisque enfin nettement moins bon, n'exagérons rien, l'Équateur reste au contact tout de même avec 10 points, donc finalement un seul point derrière, mais avec tout de même 4 défaites déjà, et on sent tout de même une différence de niveau entre les 4-5 équipes de tête. Ils ont joué beaucoup de matchs à domicile, ils ont joué notamment les 2 dernières journées à domicile déjà, donc il y a certainement un déséquilibre actuellement un petit peu au niveau des calendriers de certaines équipes. Certaines ont joué un petit peu plus à l'extérieur, d'autres un petit peu plus à domicile, donc pour l'instant faut être prudent.
Les Équatoriens ont joué 4 matchs effectivement sur les 7 premiers à domicile. Ils ont battu le Venezuela 2-0. Ils ont ensuite à domicile toujours battu le Pérou 2-1. Ensuite ils ont fait match nul avec la Colombie 0-0. Et enfin ils ont battu la Bolivie. Donc à domicile les Équatoriens sont plutôt pas mal avec 3 victoires et un nul. En revanche à l'extérieur ça s'est moins bien passé. Défaite au Brésil, vous l'avez dit, 3-2. Défaite au Paraguay 3-1. Et défaite en Argentine 2-0. Attention à cette frappe qui passe un bon mètre au-dessus du but de Ibarra. Le palmarès uruguayen dans cette zone éliminatoire, eh bien l'Uruguay a battu la Bolivie d'abord 1-0. Ensuite, l'Uruguay est allé se faire battre au Paraguay 1-0. Enfin, l'Uruguay a battu le Chili 2-1. L'Uruguay a été battu au Brésil. Non, a fait match nul au Brésil, 1-1. Ensuite, victoire sur le Venezuela 3-1. Match nul à nouveau avec le Pérou. Et enfin, lors de la dernière journée, défaite en Colombie. Des résultats assez inégaux du côté de l'Uruguay. Mais encore une fois, bien accroché au wagon de tête. Il y aura certainement une lutte intéressante dans ce groupe, donc, dont les éliminatoires se termineront en fait fin novembre, dans un peu plus d'un an. Il y aura certainement une lutte pour savoir en gros qui sera barragiste. Et il y a 5-6 équipes qui vont se disputer. La certitude, c'est ça finalement. Et puis c'est vrai qu'on a été surpris par les résultats en demi-teinte, c'est le moins que l'on puisse dire, du Brésil dans ce groupe, mais on n'imagine pas une seule seconde que le Brésil ne puisse pas se qualifier pour cette Coupe du Monde 2002, même s'ils ont eu quelques déboires. Non, mais je crois qu'il y a des éléments qui interviennent dans cette compétition qui font que actuellement il y a des matchs qui sont perdus, notamment par le Brésil qui est aussi dans une phase intermédiaire, mais je crois qu'il n'y a aucune crainte à avoir. Le Brésil sera présent en Corée et au Japon. Faute de Tenorio qui va donner un très bon coup franc aux Uruguayens. Une faute de Tenorio sur le numéro 10 uruguayen, en l'occurrence Oliveira. Oliveira qui pose pas mal de problèmes parce qu'il se promène derrière ses deux attaquants. Les Équatoriens jouant avec une défense de zone à 4. Il se promène un petit peu entre les deux lignes et il leur pose beaucoup de problèmes. C'est déjà lui tout à l'heure qui a dressé ce tir assez lointain. Et Oliveira, c'est un des joueurs qui faisait partie justement de la génération en Malaisie. C'était à côté, qui jouait en tandem avec Zalayeta, qui n'est pas présent aujourd'hui, mais qui est un très bon joueur. Alors qu'on a aperçu il y a quelques secondes l'entraîneur équatorien donc qui répond au nom d'Hernan Dario Gomez. Et puis vous avez aperçu, et vous savez sans doute alors qu'on l'on observe tout de même, ce coup franc qui part directement dans le mur. C'est un coup franc frappé par Silva. On a aperçu, et on le sait, l'entraîneur de la Céleste, eh bien c'est tout simplement Daniel Passarella, l'ancien entraîneur argentin lui-même, qui avait quitté la sélection argentine après la Coupe du Monde 98. Oui, il avait quelques situations conflictuelles, notamment avec des joueurs. Passarella est un entraîneur caractériel. Oui, je ne sais pas si on peut dire caractériel, mais qui passe pour être un entraîneur assez dur, assez intransigeant notamment. Et bon, il y a parfois quelques petits problèmes un petit peu avec les joueurs, mais c'est un très bon entraîneur avec un vécu extrêmement brillant en tant que joueur. Voilà le banc uruguayen. Ils sont bien couverts, il faut rappeler à chaque fois pour ceux qui nous regardent, mais qui le savent ou sans doute. C'est vrai que c'est l'hiver. Oui. On est de l'autre côté de l'hémisphère, donc c'est plutôt la fin de l'hiver a priori. Puis un élément important dans cette zone CONMEBOL, c'est les différences à laquelle se jouent les matchs au niveau de l'altitude. Là, on est à Montevideo au niveau de la mer. Le dernier match, les Uruguayens l'ont joué à 3005, donc ça c'est un élément important. Quand on va jouer en Bolivie notamment, c'est là où effectivement les différences... C'est aussi pourquoi les joueurs, les nations qui possèdent des joueurs jouant en Europe notamment ont des difficultés, parce qu'un joueur qui arrive d'Espagne, d'Italie, d'Angleterre et qui a un long voyage à faire, plus le décalage horaire à digérer, font que ces joueurs ne sont pas toujours extrêmement compétitifs par rapport à leur valeur intrinsèque, mais à la sortie tout de même ce seront les équipes qui seront qualifiées. Oui.
On a aperçu encore Daniel Passarella, alors que là ce coup franc ne donnera rien du tout. On va dire qu'il a été frappé sans réelle conviction, un petit peu n'importe comment. Je pense que simplement au niveau technique, il a été simplement raté au niveau technique. Le joueur a essayé de mettre un ballon lifté entre le gardien de but et les défenseurs, c'était frappé un petit peu loin, sans grand danger pour la défense. Bon, il n'y a pas de commune mesure entre la technique des Uruguayens et la technique des Équatoriens. Logique dans la mesure où le championnat équatorien de toute façon est de bien moindre qualité que le championnat des Uruguayens. Oui, puis c'est ce qu'on disait tout à l'heure. On a été un peu méchant de dire qu'il y avait plutôt un bas de tableau et un haut de tableau, mais on va dire qu'en gros, l'Uruguay se bat vraiment pour la qualification avec les 4 ou 5 meilleures équipes, et on va dire que les Équatoriens sont en tête du deuxième groupe, mais celui qui a priori ne vient que pour faire de la figuration, encore que, eh bien, c'est ce qu'on appelle la glorieuse incertitude du sport. Mais la glorieuse incertitude du sport, ça marche bien sur une formule Coupe de France, moins sur une formule championnat quand même. Il y a un moment où mais la qualification, Olivier, elle va se jouer contre ces petites équipes, parce que généralement entre les grosses équipes les résultats s'équilibrent, on se neutralise, mais par contre il est important, notamment à domicile dans ces matchs, l'Uruguay notamment de ce match ne doit pas laisser de points contre l'Équateur. Il faut battre ces équipes dites plus faibles entre guillemets. C'est important de faire le plein de points. Alors qu'on a vu un bon raid là de Silva du côté équatorien. Silva, l'homme chauve, qui avait fait un bon contrôle un tout petit peu trop long, et la bonne intervention derrière d'Ibarra. Avec les Uruguayens qui empêchent les Équatoriens de sortir, ils sont positionnés relativement haut pour l'instant. Ouais, bonne récupération. Toujours côté uruguayen, c'était Oliveira qui s'était bien battu. Vous voyez ce monde au stade du Centenaire, 60 000 spectateurs, on vous l'a dit. C'est passé pour Graziani. La frappe est contrée. Ce sera un corner. Mais Silva a fait vraiment une bonne action en éliminant 2 joueurs en entrant sur l'intérieur. Il a surtout donné ensuite un très très bon ballon dans l'intervalle profond, et c'était une très très bonne action équatorienne. Bon, les Équatoriens de toute façon vont avoir à jouer quelques coups comme ça dans le match. C'est classique, l'équipe dite plus faible, surtout jouant à l'extérieur, elle cherche à se regrouper, et puis elle va profiter en 4 ou 5 occasions des espaces laissés par les Uruguayens. Et c'est comme ça qu'on peut faire un hold-up et qu'on peut dire... c'est ça le football, c'est ce qui fait qu'en football, il y a parfois des résultats. C'est pas toujours l'équipe qui a la maîtrise du jeu qui gagne le match. On dégage comme on peut. En l'occurrence, c'était plutôt manqué. Mais c'est Graziani qui est venu défendre, c'est un attaquant. Des techniques défensives, c'est pas son point fort, mais on voit ça remonte très très vite. Ouais, avec justement l'intervention de la défense sur cette longue ouverture signée Oliveira. Oliveira que l'on voit beaucoup, c'est le dépositaire en quelque sorte du jeu uruguayen vraisemblablement. Ah, ça sera trop juste et ce sera un renvoi 5,50 m. Oliveira, donc l'organisateur, et Silva, 2 hommes qui n'ont pas beaucoup de cheveux. Oui, il va falloir aussi que les Uruguayens soient patients, même s'ils doivent exercer une grosse pression pour perturber ces Équatoriens. Il va falloir certainement aussi beaucoup utiliser la largeur. Les Équatoriens étant dans une défense de zone à 4, il va falloir savoir aussi fixer d'un côté, essayer de basculer l'autre, pouvoir aussi utiliser les intervalles entre les joueurs. Et ça, c'est pas le cas typique d'une bonne passe dans l'intervalle entre... Attention derrière, ça ne passe pas pour l'instant. La défense équatorienne est là pour contrer. Il y a un hors-jeu signalé. Et le temps va faire son œuvre certainement, puisque bon, c'est tout à fait logique en début de match, une équipe qui est bien en place, et toutes les équipes sont bien en place de toute façon au niveau international, que ce soit des grosses nations de football ou des petites nations de football. Maintenant, au niveau de l'organisation, au niveau de l'animation, les joueurs sont bien en place. Tactiquement, il y a eu beaucoup de progrès de fait. Et ensuite, c'est l'athlétique qui va faire la différence au fil du match.
Nouvelle intervention de l'arbitre qui s'appelle Henri Cervantes. C'est un arbitre colombien. Et pour l'instant, c'est une rencontre. Bon, il y a eu une ou deux frayeurs côté équatorien sur des occasions uruguayennes, mais sinon, c'est assez équilibré au cours de ce premier quart d'heure. Il y a pour l'instant, en tout cas, à chaque fois que les Uruguayens ont des velléités offensives, il y a toujours un pied ou une partie du corps d'un équatorien pour repousser le ballon. Ouais, il commence aussi à multiplier un petit peu les fautes à la bord ici, de la surface de réparation, ouais. et très souvent ce sont sur ces actions que les buts sont marqués, notamment au niveau international. Les Équatoriens n'ont pas intérêt à multiplier toutes ces fautes qui vont les mettre en difficulté sur les coups de pied arrêtés. Le 11 très chevelu s'appelle Magallanes. Magallanes, dans cette équipe, c'est la pointe, et le 9 Graziani tourne un petit peu autour de Magallanes, et Oliveira, lui, un petit peu plus décroché comme meneur. Oh, et l'ouverture du score sur ce coup franc, alors que là on était presque en train de vous raconter. Moi je regardais, je vérifiais, c'est pas Graziani côté uruguayen, c'est Silva, l'attaquant de pointe, mais c'est vrai qu'on a été surpris presque par cette ouverture du score signé Magallanes. On a bien fait d'en parler, cela dit, Jean-François. Je disais juste avant, c'est-à-dire que les coups de pied arrêtés restent un élément excessivement important dans le football international, et souvent les matchs se débloquent sur ces actions de jeu. C'est encore le cas. Là, c'est de l'action type où si vous avez un bon tireur en face, vous ne pouvez absolument rien faire. Allez, en pleine lunette, il n'y a aucun problème. La toile d'araignée est parfaitement nettoyée. Plus le gardien de but qui s'est mis à genoux un petit peu vite, peut-être. Et qui a sans doute mal jugé la trajectoire de ce ballon. Je pense, on le voit, il a certainement pensé qu'elle allait passer à côté. Et il a mal jugé. Cela dit, même avec la détente la plus extraordinaire qui soit, je pense qu'il n'aurait pas pu grand-chose sur ce maître-tir, ce maître-coup franc de Magallanes que vous voyez ici, ce numéro 11 très chevelu qui ouvre le score donc pour l'Uruguay après un quart d'heure de jeu, et finalement c'est assez mérité, même si jusque-là, encore une fois on l'a dit, il n'y avait pas eu d'occasion très franche. Daniel Passarella est tout de même aux anges, on a vu sa réaction tout à l'heure. Il est quand même pas franchement souriant. Oui. Pas... Non, il était aux anges au moment du but. Oui. Mais comme vous le dites tout à l'heure, ouvrir le score, c'est bien, mais il faut prendre à tout prix. Il faut pas 3 points, il faut vite se mettre à l'abri. Oui, puis c'est important de garder de la rigueur, parce que rien n'est jamais acquis en football. Le résultat peut très vite basculer. Mais on sent la supériorité de toute manière des Uruguayens, et qui pose beaucoup de problèmes aux Équatoriens. Magallanes qui a joué 2 matchs jusqu'ici, pas plus, de ces éliminatoires, qui n'avait pas encore marqué. Et bien voilà, c'est fait. Remarquable gaucher. Je vois une frappe très enroulée de l'intérieur du pied gauche. Et la joie de Silva, là, teint en blond, qui est apparu effectivement. Ah oui, ça c'est un coup franc qui... Techniquement, c'est remarquable. Oui. Ça fait de toute façon 1-0, encore une fois, pour l'Uruguay. Et c'est vrai que si dans le jeu, les Équatoriens parvenaient toujours à s'en sortir, et bien c'est sur coup de pied arrêté que ça s'est débloqué. Oui, et puis on peut penser que maintenant le match va être plus facile pour l'Uruguay, parce que contre ces équipes qui viennent pour défendre, c'est souvent l'ouverture du score qui détermine ensuite la physionomie du match. Quand vous avez du mal à ouvrir le score, les équipes prennent confiance, le mental, le physique, tout grimpe au fil des minutes, et l'équipe adverse a souvent tendance à s'énerver. Mais maintenant, l'ouverture du score, le plus dur est fait, je dirais, pour l'Uruguay. Maintenant, il faut savoir gérer, il faut même peut-être être un petit peu patient, faire en sorte que les Équatoriens essaient de sortir, ça va encore libérer un peu plus d'espace. Attention tout de même à ce coup franc au deuxième poteau. Il y avait du monde, mais c'est dégagé avec beaucoup de sang-froid et de maîtrise par la défense uruguayenne, avec en l'occurrence Guigou qui a essayé de trouver Silva, ça n'est pas passé. Récupération équatorienne avec pas Obregon, Aguinaga, le numéro 10.
Et voilà le souriant homme dont nous parlions tout à l'heure, Daniel Passarella. En tout cas, c'est ce qui pouvait nous arriver de mieux pour cette rencontre. Une ouverture du score aussi rapide, parce que c'est clair que ça doit obliger les Équatoriens peut-être à sortir un peu plus, parce qu'on ne peut pas se contenter d'une défaite, ça n'existe pas a priori. Olivier, quoique dans ce système de poule, le goal inverrage peut intervenir aussi. Oui. Il est important aussi de ne pas prendre, de ne pas subir de trop grosses défaites pour ne pas perdre aussi, je dirais, un demi-point supplémentaire au niveau goal average. Et on sait qu'avec 4 équipes qui doivent se qualifier sur 10, il suffit d'avoir des victoires à domicile pour passer finalement. Donc les défaites, s'il y a défaites, il faut simplement qu'elles ne soient pas trop lourdes. On sent l'entraîneur expérimenté. Vous avez eu Maya partir de temps en temps avec des problèmes de qualification dans c'est important. Dans les matchs qu'on ne peut pas gagner, il ne faut pas les perdre sur des gros scores. Ça, c'est très important. Et je pense que dans l'esprit des Équatoriens, ils savent très bien que de toute façon, il va être très très difficile de gagner le match à Montevideo. Maintenant, ils sont menés au score. Donc, à mon avis, dans un premier temps, pas faire n'importe quoi et rester bien en place pour ne pas ouvrir trop d'espace à l'Uruguay. Et jouer les coups à fond quand ils se présenteront. Même si c'est vrai qu'on a l'impression avec ce long ballon devant de Chala de pas franchement construire, avoir les moyens de construire du côté de l'Équateur. On a tendance à envoyer de longs ballons devant. Attention tout de même avec Chala qui est encore là, qui a pu transmettre, et l'intervention derrière d'abord du gardien qui a détourné Carini, et puis le numéro 2 ici c'est Thaïs qui est venu dégager avec Graziani qui avait joué tout en finesse. C'était pas mal vu et c'est du bout des doigts véritablement que Carini, le portier de la Céleste, là on le voit vraiment du bout des doigts, vient écarter ce ballon et le freiner, permettre à Thaïs derrière de le dégager. Finalement, quand on parle de jouer les coups à fond, ils sont là pour ça les Équatoriens. Ils l'ont bien joué, encore une occasion. La reprise encore une fois, excusez-moi Jean-François, mais non, c'est bien, reprise croisée qui passe tout près du cadre uruguayen sur ce coup franc. Une énorme faute de marquage des Uruguayens qui se retrouvent à 2 sur le même joueur et qui laisse tout seul un joueur au deuxième poteau. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est le cas type. Les coups de pied arrêtés restent toujours des actions dangereuses où même les équipes moins fortes a priori se créent des occasions de but. Eh bien ça n'était pas Chala mais plutôt De La Cruz, 2 hommes qui se ressemblent tout à fait, le 4 et le 16. En tout cas bonne succession on va dire d'occasions côté équatorien. C'est bien encore une fois pour l'intérêt de cette rencontre, et il a fallu un petit peu de manque de réussite et surtout un bon gardien pour empêcher les Équatoriens de revenir au score. Puis c'est un avertissement sans frais pour l'Uruguay qui sait maintenant que l'Équateur peut être dangereuse encore, et il faut être vigilant, il faut garder de la rigueur. Et encore une fois, il va se battre Silva pour récupérer ce ballon. Bien battu face à Capurro. Qui n'est pas le plus jeune. Non, il faut bien reconnaître. Il a été battu en vitesse de course, mais je dirais que c'est très logiquement. C'est un joueur qui a 39 ans. Effectivement, 39 ans depuis le mois de mai. C'est vrai qu'on connaît peu de joueurs de champ qui aient cet âge-là. On le sait en France, le record actuel, ce n'est pas le record, mais le joueur de champ le plus âgé, par exemple, dans le championnat de France, doit être Sylvain Castendeutsch, qui doit avoir 37 ans ou 38 depuis quelques jours. 37. Et le gardien, c'est Bernard Lama, qui a quelques mois de plus, qui a déjà 37 ans depuis quelques temps, Bernard, mais voilà, là 39 ans, joueur de champ, et bien voilà, il s'appelle Capurro, c'est le numéro 6, et Silva l'avait un tout petit peu grillé, il doit y avoir quelques années de moins. On va regarder, tiens d'ailleurs. Oui, mais en plus, moi je pensais qu'avec un joueur âgé au départ comme ça, c'est un joueur qui jouerait décroché, mais pas du tout. Il joue avec une défense de zone à plat, donc il est encore plus à la merci, je dirais, des contre-attaques et des espaces qui se situent derrière lui. Ce n'est pas un joueur que l'entraîneur a mis 10 ou 15 mètres derrière pour qu'il ait un petit peu d'avance. Il joue sur la même ligne que le deuxième arrière central, donc difficulté supplémentaire quand on commence à prendre un petit peu d'âge. Il y a 11 ans d'écart entre Capurro et Silva, donc il peut bien y avoir quelques secondes sur un 100 mètres. Oui, quelques centièmes, disons, pas quelques secondes. Oui, c'est vrai, sur un 100 mètres, ce serait dur pour Capurro s'il y avait quelques secondes.
Et toujours, on essaye, on tente, mais une frappe lointaine, un petit peu sans conviction, ça ne peut pas franchement inquiéter Carini. Ça, c'est un Uchimata. Oui, une rencontre qui se durcirait peut-être un petit peu avec cette intervention sur Cédrès. Oui, c'est effectivement comme vous le dites. On va peut-être aller au jeu, briguer une médaille, notre ami là. Bon, ce sont toutes ces... Là, c'est une grosse faute en l'occurrence, mais souvent dans cet espace, à cet endroit du terrain, on voit beaucoup de petites fautes pour ralentir la prise de vitesse de l'adversaire. Cédrès avait éliminé et le joueur a préféré faire une faute pour empêcher d'aller plus loin. Ah, les Équatoriens qui sortent très très bien sur les contres. En 1 contre 1. Ouais, ils jouent bien à leur chance. Il y a une faute là sur Graziani. Personnellement, je ne connaissais pas Graziani, mais je trouve que depuis le début de la rencontre, c'est un joueur qui démontre pas mal de qualité. C'était à la limite de la surface, hein, ouais. Cette faute avec l'intervention immédiate de l'arbitre colombien. Je dirais pas que la faute était faite au bon endroit, mais c'est la réalité du football moderne. Et s'il y a faute à faire, il faut mieux la faire là, à l'extérieur. Voilà, il y a a priori, bien sûr, pas de bonne ni de mauvaise faute, non. Donc pas de faute commise au bon ou au mauvais endroit, mais on s'est bien compris. Il n'y a pas de problème. Il valait mieux qu'elle soit là plutôt qu'un mètre devant. Et attention, puisque c'est sur un coup franc presque similaire que les Uruguayens ont ouvert le score il y a 10 minutes maintenant avec le numéro 11. Là, si vous n'étiez pas avec nous, Magallanes qui permet donc à l'Uruguay de mener 1-0. Le coup franc était juste 3 mètres plus loin. Attention, ce sera au-dessus. Il n'accrochera pas la lucarne, notre ami Graziani. Ouais, puis le mur a très très bien joué. On voit les 5 joueurs du mur qui sautent. Et le mur qui reste compact. Compact en sautant, et ça augmente un petit peu la difficulté pour le tireur. Et voilà votre ami Jean-François Graziani. On l'a vu en gros plan cette fois. C'est un bon joueur. Il a démontré des qualités. Ouais, les Sud-Américains ont bon nombre de bons joueurs. Ou l'intervention musclée de la Cruz et l'arbitre qui ne signale rien. Ouais. Non, épaule contre épaule. C'est limite, hein, toujours là. Je pense qu'il y avait faute, mais bon. L'arbitre reste maître de cette décision. Surtout que Oliveira, c'est pas franchement le gabarit impressionnant. Non, c'est un joueur de petit gabarit, Oliveira. Mais très, très, très vif. Qui peuvent justement faire tourner en bourrique, hein, les grands défenseurs. C'est musclé là aussi, hein. On n'est pas là, on n'est pas venu pour beurrer les tartines comme on dit, hein. C'est vraiment un match international, mais c'est pas méchant, hein. Il n'y a pas eu de faute, il y a un engagement athlétique important, mais il n'y a pas de méchanceté dans cette action. Voilà Graziani, ça ne passera pas face à De La Cruz. C'est son chien de garde. Et en l'occurrence, ça n'était pas Graziani, mais Juarez. Voilà 2 attaquants à la coupe de cheveux identique. Décidément, on en parle des coupes de cheveux en ce moment, mais le 7 et le 9, Graziani, Juarez. Ça ne passera pas. Intraitable et pas de faute. Récupération d'Oliveira pour l'Uruguay. On ne se précipite pas, hein, vous l'avez dit tout à l'heure. Tranquillement, ils ont laissé passer en quelque sorte l'orage équatorien sur 2-3 contres rapidement menés, mais depuis les Uruguayens semblent contrôler, on va dire. Oui, et puis les Équatoriens ont montré dans les 5 minutes qui ont suivi l'ouverture du score qu'il restait dangereux, et il ne faut pas faire n'importe quoi. Le score est ouvert, le plus difficile est fait. Maintenant, il faut essayer de garder la maîtrise du jeu, mais il ne faut pas se livrer inconsidérément. Il faut rester vigilant. Les 2 équipes jouent dans 2 systèmes totalement différents, hein. Les Équatoriens ont adopté un système en zone à 4 défenseurs alignés, alors que l'Uruguay, avec son entraîneur, joue avec 2 stoppeurs au marquage et un homme libre. Intervention sans problème de ce jeune gardien Carini.
Ah, un C'est la gardien que vous promotion pourriez à retrouver Michael, dans vos, oui, dans vos. Ouais, c'est la promotion Hein, on l'a Michael Landreau. C'est un garçon Il qui n'a est né pas en encore 79. 21 ans, hein. Et c'est vrai que vous pourriez peut-être le retrouver dans des compétitions avec vos jeunes. Oui, c'est des garçons qu'on a croisés de toute façon avec l'équipe de France. C'était la promotion de Gérard Rouillet en Malaisie. Et les Uruguayens nous avaient éliminés, je dirais malheureusement. C'était au quart au stade des quarts de finale, je crois. Ouais. Hein, c'était au coup de pied au but, hein, notamment. On avait fait un très très bon match, mais bon, malheureusement, c'est la loterie, les coups de pied au but. C'est un autre domaine. Il n'y a pas que de la technique, il y a beaucoup de mental. Et on n'avait pas pu aller plus loin dans la compétition, mais on avait démontré qu'on avait le niveau contre cette équipe d'Uruguay. C'était la génération des Luxin et compagnie. C'était Luxin, c'était Thierry Henry, c'était Nicolas, Anelka. Landreau dans les buts. Landreau dans les buts, une bonne génération de joueurs. Tristan Val en défense. Philippe Tristan Val aussi qui était dans cette promotion. Oui. Belle équipe de France. Oui, c'était une belle équipe de France. Et d'ailleurs, c'est à l'issue de ce genre de compétition que les observateurs dont je parlais tout à l'heure avaient dit attention, l'Uruguay, nouvelle génération, ils sont en train de revenir, on va les revoir. Et bien voilà, ça se confirme. Oula, la bonne intervention de Carini, il était en dehors de ses 16 mètres 50, il est intervenu au pied. Devant Graziani qui est toujours excessivement dangereux, il est très très présent. On va le voir là, faire encore un excellent appel de balle. Plein axe. Ah oui, superbe. Et la déviation de Juarez sur Graziani. Et en fait, il manque le ballon. Il a peut-être eu un petit peu peur. S'il arrive à pousser un petit peu avec son pied droit, il peut s'ouvrir le chemin du but. Heureusement pour l'Uruguay, il n'a pas réussi. Attention, ça n'est pas fini. Ouais, ce ballon, il sortira en 6 mètres. Non, en corner. Mais le match est équilibré, Olivier. Hein, oui, finalement. L'ouverture du score, les Équatoriens montrent que ce n'est pas une équipe de faire valoir et qu'eux aussi ont de la qualité. Puis à force, ils vont finir par vraiment prendre confiance. On va suivre ce corner d'Aguinaga. Oula, ça cafouille pas mal. Attention, il a pu reprendre, mais pas de position de frappe cette fois. C'est plutôt open under. Et donc, renvoi au 5 mètres 50 pour Carini, qui a joué 6 matchs jusqu'ici et encaissé 5 buts. Carini. Mais les Équatoriens sont présents et pour l'instant, ce sont eux qui pèsent, qu'on reprend un petit peu la maîtrise du jeu. Attention de ne pas libérer tout de même trop d'espace à ces Uruguayens qui sauront en profiter. Oui, mais qui ont eu peut-être le tort de se dire on a ouvert le score, c'est bon, on va jouer facile. Et qui finalement ont fait 2-3 boulettes entre guillemets et 2-3 balles flottantes qui comme ça ont trouvé preneur côté équatorien. Mais c'est vrai que ça peut aller vite. Oui. C'est sur ces actions-là qu'il faut être vigilant parce que vous voyez, s'il y a un bon 4 contre 5 à jouer. Ouais, ça n'est pas passé. Et à chaque fois, ça part d'Oliveira qui est encore là au pressing. Ouais, bonne intervention de De La Cruz. Très très bon tacle. Ça, c'est un très joli geste. On ne parle pas assez des jolis gestes techniques des défenseurs, des tacles. Comme ça, on a toujours tendance à glorifier l'attaquant. Chez nous, en France, parce qu'il y a des pays, si vous allez notamment en Angleterre, les gens aiment ce type d'action. Le tacle fait partie des techniques, comme la technique de dribble ou la technique de passe. Mais chez nous, en France, le tacle... Quand on parle de technique, chez nous en France, c'est plutôt le contrôle, la passe, le dribble, la feinte. Mais le tacle n'en fait pas. Tout ce qui est un petit peu offensif et... Tout ce qui est du domaine du jeu offensif. Et les Équatoriens, toujours dans le camp uruguayen, et c'est plutôt bien. Et on a vu la montée, on a apprécié cette montée de Capurro, hein, l'homme qui approche de la quarantaine. Et vous venez de le voir effectuer la touche. Avec une bonne déviation premier poteau de la part de Graziani qui a cherché son deuxième poteau. Il avait encore pris le ballon de la tête. Oliveira a été servi plein centre, plein champ, plein cadre.
Et derrière, ça n'est pas passé pour Magallanes, qui est obligé de revenir en arrière. Oliveira à nouveau. Il a bien conservé le ballon. Ça ne passe pas. On repart derrière. Ah, techniquement, on a bien compris qu'on était en Amérique du Sud. Hein. Oui. Ça se sent tout de suite. Ça se sent, mais ce sont des joueurs. Il faut dire aussi que dans ces pays, il fait souvent très très chaud, hein, notamment en été, et que la technique est un élément important parce que toutes les courses sont terriblement difficiles. Et quand on joue en altitude à 3005 aussi, si on veut jouer au football, il faut être expert en matière de maniement de ballon. Courir vite et longtemps, c'est très très difficile compte tenu des conditions atmosphériques. Et c'est sûr qu'il y a une adaptation et que ces joueurs sud-américains, puis en plus ce sont des joueurs qui sont habitués très jeunes à jouer librement dans la rue. Donc c'est un football, je dirais, avec une formation un petit peu différente de ce qui peut se passer au niveau européen. Alors petite rectification, hein, vous l'aurez peut-être compris, notre ami le réalisateur uruguayen doit avoir plusieurs choses à faire et peut-être une paire de moufles à la place des mains. Donc le numéro 6 s'appelle Mendes, c'est lui qui a été averti, et Rodriguez c'est le numéro 4. Hein. Donc si vous avez bien suivi le carton jaune distribué par l'arbitre colombien, il va bien au numéro 6, Mendes. Il faut préciser, hein, il faut quand même qu'on soit un petit peu attentif, hein, Jean-François. Oui. Non, mais ça peut avoir son importance aussi parce que au réalisateur uruguayen, parce que quand même. Non, mais depuis le début du match, de temps en temps, il cherche un petit peu sa famille dans les tribunes de temps en temps. Oui, vous avez remarqué aussi. Et voilà les Uruguayens qui reprennent un petit peu du poil de la bête, hein, après s'être fait quelques frayeurs. Ça circule un petit peu mieux. Attention à cette frappe, la superbe intervention d'Ibarra qui détourne en corner. Ouais. Magnifique de volée, là vraiment à mi-hauteur. La frappe signée Juarez. Très très bonne frappe de balle. Ce qui pose problème aux Équatoriens, ce sont les joueurs qui s'intercalent entre les deux lignes, entre leur ligne de milieu de terrain et leurs 4 défenseurs. Tous les joueurs qui viennent de se positionner dans cet espace-là leur pose problème. Et la frappe était donc bien signée Guigou et pas Juarez qui jouent dans le camp d'en face. Ça aurait été difficile, hein, de pouvoir avoir le don d'ubiquité et d'être dans 2 formations en même temps. Enfin, les frappes à mi-hauteur comme ça, il faut quand même aller les chercher, hein. Peine de puissance. Ouais, c'était une très bonne frappe de balle. Mais il y a aussi de bons gardiens, hein, au niveau des équipes sud-américaines. Hein. Le voilà d'ailleurs, ce gardien. C'est pas le FC Metz qui s'en plaindra, je crois, cette saison. Hein. Ah oui, plutôt joli coup côté gardien. Tiens, allez, encore un carton, cette fois du côté équatorien. Et ce sera pour Tenorio. Et en fait, plutôt Hurtado, me semble-t-il. C'est bien le numéro 3, hein, qui a été averti. Oui. Ah, eh ben, eux nous donnent le 20, Tenorio. Et ben décidément, on n'arrivera pas à se mettre d'accord. Le 3 ou le 20, c'est vrai que a priori, au départ, j'avais plutôt vu le 20, mais après, il me semblait avoir vu l'arbitre parler au 3. Bref, allez, Tenorio a été averti. Voilà, un partout au niveau des cartons. Qu'est-ce qu'on disait avant le carton, Jean-François? Oh, la tête superbe! Il a devancé tout le monde, Silva. Il a sauté plus haut que tout le monde et pourtant ça n'est pas le plus grand, loin de là, avec sa tête d'or. Voilà le break qui est fait et là ça risque d'être très difficile tout de même pour les Équatoriens, menés 2-0 à 5-6 minutes de la pause. Maintenant on jouait la 38e minute. Je ne sais pas si je dois répondre à votre question, Olivier, parce que la phrase d'avant, j'avais dit que les gardiens sud-américains étaient de très bons gardiens. Mais je pense que sur cette action, en l'occurrence, c'est une grosse erreur du gardien équatorien qui a fait une mauvaise appréciation de la trajectoire, qui a fait une très très mauvaise sortie, même si l'attaquant uruguayen saute très très bien. Très bon timing, hein, tout de même timing. Là de mais Silva. Quand même une grosse erreur du gardien. Quand on sort à cette distance-là du but, il faut absolument prendre le ballon. Et puis il est très en retard, hein, très en retard.
Et on venait de dire justement qu'il avait fait un arrêt exceptionnel juste avant. Mais nul n'est à l'abri justement, Oui. surtout à ce poste-là. Hein. C'est un poste très très difficile. C'est encore un coup de pied arrêté au départ. Hein. Oui, deuxième but sur coup de pied arrêté. Et en tout cas, c'est le break réalisé par l'Uruguay grâce à Magallanes à la 15e minute et à Silva à l'instant de la tête. Et les deux attaquants ont marqué. Silva, c'est un bon joueur. Hein. Déjà dans le match précédent contre la Colombie, il avait été très présent, très dangereux à la pointe de l'attaque uruguayenne. Et là, il confirme encore dans ce match-là. Alors qu'il y a un Uruguayen à terre, Oliveira vraisemblablement, oui ça doit être ça, avec une intervention assez musclée d'Obregon. Et on parlait des gardiens, alors finissons-en, c'est vrai que le FCMS ne peut pas s'en plaindre, évidemment Farid Mondragon, international colombien, est en train de faire les beaux jours du FCMS et ben c'est tant mieux pour eux, et c'est vrai qu'on l'avait découvert à la Coupe du Monde, 98, Farid Mondragon, et un gardien assez exceptionnel sur sa ligne pour tout ce qui est détente, arrêt réflexe. Ouais. Il a déjà sauvé quelques coups depuis le début de saison pour les Grenades de Lorraine. Effectivement, je pense. Et puis c'est important, ce poste-là est excessivement important quand on a un garçon de grand talent qui donne confiance à l'équipe. Et puis au haut niveau, les gardiens de but ne sont pas très sollicités. Quand on joue dans une grande équipe notamment, on est très peu sollicité. Et les grands gardiens ne sont pas ceux qui jouent dans des équipes relativement faibles où il y a beaucoup de travail et sur la quantité d'arrêts à faire, ma foi, ils arrivent à s'en sortir plus ou moins bien. Les grands gardiens, ce sont ceux qui jouent dans les grandes équipes où il y a une seule chose à faire ou une ou deux actions difficiles à faire dans le match et là, il faut être présent. Et c'est vrai que pour Farid Mondragon, il fallait avoir le courage de venir pour faire oublier tout de même Lionel Letizy qui a laissé un très bon souvenir au FC Metz après 3 ou 4 saisons passées là-bas en Lorraine et sacré challenge pour Mondragon, mais pour l'instant il s'en sort plutôt très bien. Quant à Lionel Letizy, banquette pour l'instant au Paris Saint-Germain, mais sans doute plus pour très longtemps. Enfin, on va pas tirer de plan sur la comète. Non, Philippe est assez compétent, je crois qu'il faut le laisser faire son travail et gérer un effectif, c'est pas facile et quand on est à l'extérieur, je crois qu'on peut pas, faut pas trop parler parce que seul le coach connaît bien l'équipe, bien les joueurs et sait ce qui s'y passe et faut faire confiance au coach pour faire les bons choix. De toute façon, il y a pas de coach qui sont maso et les coachs et qui mettraient un joueur ils font jouer ce qu'ils pensent être le meilleur pour l'équipe et laissons les coachs faire leur travail. Enfin tout ça pour dire qu'il y a aussi de très bons gardiens en Amérique du Sud, même si on sait depuis longtemps qu'en France il y en a beaucoup. Fin de la parenthèse. C'est un poste où nous, je dirais, on est comblé actuellement. On a vraiment d'excellents joueurs dans ce domaine-là. Ah oui, nous on a l'embarras du choix et depuis longtemps. Ouais. Mais c'est vrai que là il y a vraiment des générations, enfin pratiquement à tous les âges, entre 30 et 20 ans, on a beaucoup de bons gardiens. Et on va pas s'en plaindre. On a le top du top actuellement. Oui. Ouais, techniquement, qu'est-ce que c'est bien fait là encore de la part de Silva, très en confiance depuis son ouverture du score. On a aperçu tout de même un Uruguayen qui est à terre dans la surface de réparation. Au niveau du point de pénalty, tout semble rentrer dans l'ordre. En tout cas, ses coéquipiers ne mettent pas la balle dehors. Donc oui, effectivement, il est revenu. Oui, les Uruguayens commencent à faire courir les Équatoriens en monopolisant le ballon dans l'entrejeu. Non, il est toujours là, oui, le joueur uruguayen. Et personne ne sort le ballon, c'est assez étonnant. Attention à cette frappe qui a été détournée, ce sera un corner. L'arbitre pourrait aussi arrêter le jeu. Bah oui, puis à 2-0, c'est Magallanes. À 2-0, il me semble que ses coéquipiers auraient peut-être pu tout simplement sortir le ballon, c'est pas très sport. Peut-être ne l'ont-ils pas vu ou compte tenu de l'ambiance, n'ont-ils pas entendu les joueurs qui pouvaient le signaler. Puis alors, aucune explication à donner à cette blessure entre guillemets. Oui, c'est certainement passé quelque chose de pas très catholique à l'intérieur de la surface de réparation. Comme c'est souvent le cas. En dehors de, je dirais, de l'action proprement dite, ou peut-être même si tu es assez loin de l'action, certainement
un petit problème avec un joueur équatorien. On est à moins de 2 minutes en tout cas de la fin du temps réglementaire de cette première période. L'Uruguay a fait le break et aura bien du mal, c'est l'Équateur qui aura bien du mal à revenir sur la Céleste, alors qu'on en profite du côté de Chala pour se faire soigner également. Problème à la cheville droite, semble-t-il. Le break est fait de toute façon maintenant, 2-0, ça semble très très difficile pour les Équatoriens compte tenu de ce qu'ils ont montré en potentiel, je dirais, collectif et individuel pour refaire ce retard. On ne va pas parler de victoire maintenant, je le crois, mais je pense que la différence est faite et que le score ne devrait pas s'inverser. Non. En tout cas, nous, ça ne nous dérangerait pas. Ça voudrait dire qu'il y aura encore plein de buts. S'il y a des buts, c'est bien. C'est bien. Le football, c'est attractif quand il y a de la qualité de jeu. Et la qualité de jeu, quand elle est accompagnée par des buts, c'est extraordinaire. Toujours ces problèmes à l'intérieur de la surface de réparation pour prendre la position préférentielle. Encore un super coup de tête sur un coup de pied arrêté. On a déjà vu deux buts sur les coups de pied arrêtés, encore une grosse occasion sur ce corner. Oui, ça veut aussi dire que dans le jeu, les Uruguayens ne parviennent pas à prendre en défaut les Équatoriens, en tout cas sur une phase de jeu. Oui, mais ça veut aussi dire que les Équatoriens sont obligés ou de faire des fautes, et dans ce cas-là, il y a des coups francs, ou alors, sont un petit peu débordés, et il y a beaucoup de corners. Donc ce sont quand même les phases de jeu qui amènent ces actions, qui amènent les coups de pied arrêtés, ne l'oublions pas. D'accord. C'est vous le technicien? Non. En tout cas, on les sent bien plus tranquilles, les Uruguayens. Et depuis le deuxième but, autant après l'ouverture du score, les Équatoriens avaient raté de très très peu l'égalisation et avaient même dominé pendant une quinzaine de minutes. Là, très franchement... Oui, puis certainement que le mental est un petit peu atteint. Oui, la différence semble faite. Ils sont déjà plus faibles au départ du match et maintenant ils sont menés 2-0 à quelques secondes du coup de sifflet de cette première mi-temps, et donc quelque part leur mental indéniablement est atteint. Et c'est bien si ça se confirme. En tout cas pour les Uruguayens, ils vont rester au contact. Attention tout de même à ne pas en prendre un troisième juste avant la pause, parce que là vraiment ce serait définitivement terminé pour l'Équateur. Mais relativement tranquillement, Capurro peut... Ce qui est intéressant tactiquement, c'est que l'Uruguay ne fait pas simplement du monopole de ballon. Depuis le début de la première mi-temps, ils ont aussi cherché beaucoup la profondeur, notamment par des passes profondes dans le dos de cette charnière centrale qui joue à plat. Et souvent, il n'y a pas une multiplication des passes courtes. On va chercher à un moment donné la profondeur sur un des attaquants. Et je voulais dire tout à l'heure que si le score se confirmait, eh bien c'est vrai que l'Uruguay... dans le pire des cas, resterait vraiment au contact avec un groupe de tête qui pourrait être très 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 resserré suivant les résultats, qui pourrait donc vraiment se tenir 4 ou 5 équipes en 2 points. Là, ça nous promet une belle fin de compétition dans cette zone CONMEBOL. Et de très beaux matchs à suivre, bien sûr, sur Pathé. Alors que la mi-temps est sifflée par l'arbitre colombien Henry Cervantes sur ce score de 2-0. Voilà l'homme qui a ouvert le score après un coup franc superbe en pleine lucarne. Il s'appelle Magallanes à la 15e minute. Silva à la 38e avait doublé la mise. Et bien puisqu'on en parle, le voilà, Silva, casque d'or, on pourrait l'appeler. Voilà donc l'Uruguay qui mène 2-0 face à l'Équateur. On se retrouve pour la deuxième période dans un tout petit moment. Des surprises qui ne déconcentreront pas nos golfeurs préférés. Cette semaine, direction la Suisse pour le Masters européen. Rendez-vous à partir de samedi. Travaillez votre swing sur Pathé Sport. Tous les sports extrêmes sont réunis dans un magazine. Amateurs de sensations fortes, ne manquez pas ce rendez-vous.
Sports Unlimited, c'est le magazine des sports extrêmes. Et c'est tous les mercredis à 10h45 sur Pathé Sport. Eh bien, vous avez promis une pause très courte de quelques secondes, on n'a pas menti. Nous voilà de retour à Montevideo, en Uruguay. Plutôt sympa comme voyage. Au stade Centenario, le stade du centenaire. Avec il est temps de nous montrer effectivement qui sont les remplaçants. Après 45 minutes, c'est pas une mauvaise idée. Finalement, on est content de savoir que ces gens-là sont sur le banc et qu'ils vont peut-être rentrer dans cette partie. Donc c'est parti pour les 45 dernières minutes et on vous rappelle que l'Uruguay à domicile donc mène 2-0 face à l'Équateur qui joue en jaune. Et une fin de première mi-temps, vous l'avez vu, où les Équatoriens étaient plutôt la tête dans le sac. En tout cas, ne montraient plus grand-chose. Le deuxième but, en l'occurrence signé Silva, en fin de première période, a un petit peu refroidi leurs ardeurs, alors qu'après l'ouverture du score, ils étaient tout à fait convaincants. Oui, ils ont eu une bonne période. Ils ont très très bien réagi après le premier but. Et puis ce deuxième but les a un petit peu assommés. On a vu notamment un très bon numéro 10. Ça n'est pas lui c'est le deuxième buteur. Il a marché un peu sur le ballon, Silva. Mais le numéro 10 s'appelle Oliveira. Le voilà d'ailleurs, un petit gabarit. Et le bon ballon pour Silva, vous le voyez, on a bien fait d'en parler d'Oliveira parce qu'il se met tout de suite en évidence dans ce début de deuxième période. Oula, un petit choc. Une grosse faute. Oui. Il n'y a pas de mal, mais une faute. Toutes les fautes peuvent être inutiles, mais celle-là, sans doute une défense équatorienne, notamment son arrière droit qui couvre complètement position de hors-jeu. Une défense équatorienne un petit peu en difficulté depuis ce deuxième but. Et l'intervention de Tandy Barra. Attention, il y aura un coup franc. C'est des ballons qu'il ne faut pas perdre. C'est une zone de terrain où il ne faut pas perdre le ballon. Il faut avoir beaucoup de rigueur. On le voit encore sur cette action. Parce que systématiquement, ensuite, vous êtes en difficulté et vous êtes amené à faire des fautes. Et ensuite, on l'a vu sur les coups de pied arrêtés, notamment en première mi-temps, tout peut arriver. Il suffit qu'il y ait un bon tireur dans l'équipe adverse et ça va devenir tout de suite dangereux. Le coup franc sera frappé par Aguinaga pour cette faute sur Graziani. Aguinaga qui est le capitaine. Décidément, l'intervention de l'arbitre et un carton. Le mur n'était pas 9,15 m. Sanctionner la montée du mur. Et c'est vrai, dans ces cas-là, Jean-François, c'est le capitaine qui prend. Oui. Le carton est crédité donc au capitaine de l'équipe uruguayenne. Donc serait-ce le numéro 5 ? Numéro 5, en l'occurrence Garcia. Garcia qui a trouvé une promotion, c'était déjà le capitaine lui aussi de l'équipe en Malaisie, Garcia, vous voyez, donc c'est un jeune joueur aussi et c'est une équipe relativement jeune que cette équipe uruguayenne, c'est pour ça que c'est prometteur pour cette nation. Et là il semblerait en fait que l'arbitre est averti, attention la deuxième chance, c'était cadré, superbe claquette de Carini. Il avait mieux réussi sa deuxième frappe. C'est vrai que le mur était 1 ou 2 mètres plus loin, donc c'est tout de suite plus simple. Mais il me semble que c'est Cedrés qui a pris le carton, qui avait dû sortir en fait du mur. Et c'est lui qui a pris cet avertissement de la part d'Henri Cervantes. Attention à ce corner équatorien. Tout le monde passe au travers et un pied de la défense uruguayenne pour écarter le danger. Et je vous promets que je vais m'entraîner pour pouvoir prononcer correctement Aguinaga. Ça va venir. Bon exercice de diction, les commentaires sportifs et de matchs internationaux. D'ici la Coupe du Monde, en Coupe du Monde, je pense qu'Aguinaga n'auront pas l'occasion malheureusement de trop en parler.
Je vous promets, Jean-François, que si jamais ils sont à la prochaine Coupe du Monde, on enverra une carte postale là. On fera quelque chose avec Aguinaga parce qu'on n'a pas été gentil avec lui. En ne lui laissant aucune chance de jouer cette Coupe du Monde 2002. Non, mais c'est vrai que l'Équateur, ce serait, ça un serait gros pari. Là, je pense qu'à Londres, hein. Du côté des bookmakers, là, il y a de l'argent à faire. Hein. Et voilà, donc ça n'est pas Cébresse, hein, c'est Cédresse. Là encore, bon, petit problème au synthé du côté de l'Uruguay, mais Cédresse, j'avais bien vu ça, qui était sorti du mur, et c'est lui qui a donc été averti. Et l'Uruguay qui montre enfin le bout de son nez, je dirais, dans cette deuxième période, après des premières minutes plus... attention, équatorienne, attention, le bon décalage dans la défense centrale est revenu. Il a pu contrer, mais Silva talonne. Voilà, les Équatoriens finalement vont pouvoir se donner un petit peu d'air. Silva très très combatif, qui ne se contente pas de jouer les coups au niveau offensif, mais qui démontre qu'il sait aussi défendre. Et depuis le début, notamment de cette seconde mi-temps, on l'a vu à 2-3 reprises venir récupérer des ballons au milieu du terrain. Oui, Magallanes, très bon ballon, et derrière il le lobe, ça va faire 3-0, et c'est le but de Oliveira, on vous le disait, omniprésent tout au long de ces 50 premières minutes, et là Passarella, il peut lever les bras, il n'y a aucun problème. À 3-0, l'Équateur ne reviendra pas, à moins d'un comeback extraordinaire qui resterait dans les annales. Le stade du Centenaire, forcément 60 000 spectateurs debout, et comme l'on s'étreint du côté de Magallanes et d'Oliveira. Magallanes, auteur du premier but, Silva le deuxième, Oliveira qui était omniprésent, on l'a dit, dans le jeu, et ben il va de son but. Et un petit hommage au passage à Bob Marley, c'est sympathique, on aime le reggae à Montevideo. Oliveira en tout cas est un amateur du grand Bob. Avec une super passe en profondeur pour Oliveira qui s'arrache bien, oui, qui arrive de bout derrière, du pied, plus, vraiment. Ouais. Il a demandé la profondeur avec une excellente appel de balle en profondeur, en plein cœur de la charnière centrale équatorienne. Et ensuite un geste technique de grande qualité parce qu'il est en déséquilibre et il lobe le gardien avec son pied gauche. Et là encore, notre ami Ibarra, là, dans sa sortie, il me semble pas très sûr. Ouais. Non, je vais arrêter de faire des commentaires techniques parce qu'après vous allez non, d'accord avec moi. Non, je crois que non, mais c'est vrai, il est un peu hésitant. Il n'a pas un très bon équilibre, notamment sur cette action, et il est un petit peu juste encore au niveau de l'appréciation de la trajectoire. Il avait été déjà juste au niveau aérien sur le deuxième but, et là de nouveau il est un petit peu court. Mais ces trois joueurs, Magallanes, Silva et Oliveira, sont intéressants. L'équipe d'Uruguay possède là une triplette offensive de bonne qualité, dans des styles un petit peu différents mais très complémentaires. Et le carton pour Juarez du côté de l'Équateur. 2 cartons partout au score 3-0, c'est pas du tout la même chose, hein. D'ailleurs c'est pareil, hein, du côté du synthé en haut à gauche, ne vous y fiez pas, hein, décidément tout ce qui apparaît à l'antenne, il faut pas le croire, ça fait bien 3-0, on ne vous a pas menti, si vous avez suivi la rencontre avec nous depuis le début, vous le savez, il y a eu 3 buts inscrits. Mais c'est un peu l'heure de la sieste là en ce moment à Montevideo. Oui, il fait chaud certainement, et c'est 17h. Ah, il s'est bien arraché, hein, c'est clair, Oliveira. Technique difficile à faire, un déséquilibre. C'est bien, il faut soigner le goal average, hein, on en a parlé en début de rencontre. Il faut le soigner. Et voilà, ben oui, ça danse le reggae même carrément sur la pelouse. Il doit y avoir une petite blague entre eux, hein, certainement, à ce sujet. Oui, certainement un pari entre l'attaquant et les joueurs remplaçants. Donc le double contrat est en train de se remplir pour l'Uruguay. Victoire à domicile, vous en avez parlé Jean-François, de l'importance de gagner à domicile puisque ça assure pratiquement la qualification. Et en plus, 3-0, un score déjà large. C'est bon
pour le goal average en cas d'égalité, pour éviter la 5e place la 5e place de barragiste notamment. En revanche, et forcément pour l'Équateur, c'est l'effet inverse, hein, la défaite lourde qu'il fallait éviter, elle est en train de se dessiner. Ah, voilà les synthés remis à jour, c'est merveilleux. Et derrière, c'est bien joué, il n'y a pas de hors-jeu, il n'arrivera pas à transmettre Juarez, malheureusement, à Graziani. Il est tombé avant, c'est dommage, parce que là, ça passait, ça pouvait permettre peut-être de réduire le score. Il faut garder de la rigueur dans cette défense uruguayenne, ne pas avoir de temps mort. Je pense que Passarella ne serait pas très heureux si ils encaissaient un but, même si ça ne remettrait pas en cause la victoire finale. Je pense que Daniel Passarella, c'est un défenseur, hein, de toute façon, c'est un ancien défenseur. Et je crois que c'est important que le score... Et la très bonne relance là, de Carini, vous l'avez vu, il a pris ce ballon. C'est typiquement sud-américain. Je ne sais pas si le réalisateur ne montre pas le ralenti, mais souvent les gardiens sud-américains ont cette technique de dégagement en étant complètement couchés. C'est une technique qu'on retrouve uniquement au niveau des dégagements comme ça chez les sud-américains, et souvent ils sont très 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 précis. J'avais souvenir justement de l'équipe d'Uruguay en Malaisie, où le gardien de but dégageait excessivement vite, excessivement bien, en étant complètement couché au départ, et c'est une technique un petit peu particulière justement à quelques gardiens sud-américains. Attention à la frappe complètement dévissée de Magallanes. Oui, il faut espérer, parce que là c'est vrai qu'on l'a vu, hein, cette prise de balle impeccable, pas très difficile, c'était du pain béni pour un gardien quand c'est aussi loin de son but. Et c'est vrai que instantanément il a cherché Oliveira avec cette technique de dégagement dont vous parliez, et c'était très précis, ça aurait pu faire mouche. Attention à cette frappe qui passe tout de même de bons mètres à gauche du but équatorien. Une frappe signée Guigou. Il aime bien les frappes lointaines, Guigou, apparemment. Oui, et puis on est relativement passif maintenant au niveau défensif. On voit les joueurs qui sont bien en place, les joueurs équatoriens, mais qui ne font pas pression sur le porteur. Et ben, ce joueur, bien entendu, tente tout de suite la frappe de loin. Alors que Tenorio nous quitte, remplacé par Robert Bourbano. Et c'est vrai que Tenorio, le numéro 20, je n'ai pas souvenir d'avoir mentionné son nom une seule fois. On ne l'a pas beaucoup vu dans ce milieu de terrain équatorien, plutôt mangé depuis quelques minutes par les Uruguayens. Tenorio donc remplacé par Bourbano. Attention à Magallanes. Sur la droite, il avait face à lui Poroso, il n'est pas passé. Et derrière, on va essayer de se donner un petit peu d'air par l'intermédiaire de Lembo, côté équatorien. Il n'est pas passé, mais il a provoqué le défenseur. C'est bien, c'est intéressant dans les 25 derniers mètres, les joueurs qui tentent comme ça. Et puis ça permet d'attirer un certain nombre de joueurs équatoriens dans ce secteur-là, et donc forcément de dégarnir un autre et peut-être de donner des possibilités s'il parvenait à centrer. Oui, puis il met la défense sous pression, il met son adversaire direct aussi sous pression, et ça fait faire des fautes à l'adversaire. Il n'y a rien de plus difficile quand on joue défenseur qu'un attaquant qui vient sans arrêt vous provoquer. Les attaquants qui se contentent de remiser le ballon derrière et de courir sont pas des super attaquants. Ceux qui sont difficiles à marquer, ce sont ceux qui viennent vous provoquer par le dribble. Alors bien sûr, sur la quantité de dribbles engagés, ils ne réussissent pas tout, mais quand ils en réussissent un, ça peut être dangereux. Un excellent 1-2 là sur le flanc droit. Avec un très joli numéro, la tête derrière, ça passe juste à côté, la tête de Magallanes, avec un superbe centre à l'origine signé Thaïs, qui était monté tout au long de son couloir droit, bien utilisé. Et regardez la tête, vraiment elle était posée pratiquement sur la tête de Magallanes, cette balle, et ça passe une poignée de centimètres à côté du but. On était tout près du 4-0 là. Un geste technique difficile à faire parce qu'il est à l'arrêt, puisqu'il y avait une fin de frappe au départ, donc il est obligé d'arrêter sa course. Thaïs a été obligé de revenir sur son pied gauche, donc il est obligé de monter pratiquement à l'arrêt. Il a ainsi pu, je vais y arriver, il a ainsi pu nous faire profiter de sa détente verticale, notre ami Magallanes, après nous avoir fait apprécier en première période la qualité de frappe qui est la sienne, puisqu'il avait ouvert le score sur un superbe coup franc.
On va jouer plus tranquille hein, du côté des Uruguayens. Ça se sent déjà beaucoup plus relâché, détaché. Oui, et puis il y a beaucoup d'espace maintenant parce qu'on voit qu'il y a beaucoup d'espace entre les deux lignes de défense. Et, bon, certainement dû un petit peu aussi dû à la fatigue, mais le score étant acquis, c'est vrai qu'il y a moins de rigueur de la part aussi des Uruguayens qui défensivement sont moins présents et soutiennent moins vite. Et on se fait plaisir techniquement côté uruguayen. Ça, la c'est technique, clair. on aime en Sud-Amérique. Ouais, au niveau des Sud-Américains, ils savent faire et le public va certainement ponctuer chaque geste technique. Ce qui est toujours un petit peu agaçant quand on est dans le camp des perdants. Ouais, ben on a senti hein, d'ailleurs là, Oliveira, ce qui a donné ce corner, il y a eu notamment une intervention assez musclée hein, de la défense équatorienne. On doit bien sentir côté équatorien que ça commence à énerver un peu. Il ne faudrait pas non plus que ça chambre trop. Ouais, là... moi je crois qu'il faut rester respectueux en football. Hein. Bon, c'est vrai, ils sont plus forts. Ils gagnent largement ce match pour l'instant, mais il faut rester respectueux parce que tout va très vite en football et on ne sait jamais ce qui peut se passer. Peut-être que dans un an, dans 2 ans, ou peut-être de l'autre côté, c'est jamais agréable d'être chambré. Bon, tant que ça se fait gentiment, c'est agréable, mais il ne faut pas que ça aille trop loin. Et souvent, même le public, je dirais, exagère, parce que souvent les équipes qui font tourner le ballon, comme ça, elles le font tourner relativement loin du but. Donc finalement, ce n'est pas très très dangereux. Donc c'est facile de faire tourner le ballon très très loin du but adverse. Mais le faire tourner dans les 30 derniers mètres, ça c'est plus difficile. C'est une autre paire de manches, effectivement. Pour l'instant, en tout cas, bon, on ne peut pas dire qu'il y a eu un rythme très très élevé tout au long de cette rencontre. Mais s'il y a eu un semblant de rythme, c'est terminé depuis un moment là tout de même. Hein. On a carrément plus d'occasions à se mettre sous la dent, pratiquement depuis le 3e but. Et Daniel Passarella continue à donner ses consignes, évidemment. Il sent que c'est sans doute l'occasion de soigner le goal average. Il va d'ailleurs faire tourner son effectif avec l'entrée imminente de Sébastien Abreu. Si vous suivez le foot argentin sur Pathé Sport, eh bien vous connaissez cet homme, Sébastien Abreu, puisqu'il joue au club de San Lorenzo, qui réalise un très bon tournoi d'ouverture, qui doit se classer actuellement dans les 3 ou 4 premières places, toujours aux côtés de River et de Boca, bien sûr. Et Sébastien Abreu est même l'un des meilleurs buteurs du championnat argentin dans ce tournoi d'ouverture. C'est un homme qui arrive de La Corogne où il était allé tenter sa chance la saison passée. Il ne s'est pas imposé. Il revient tout de même avec un titre de champion d'Espagne, ce qui est plutôt pas mal dans un palmarès. Et il est revenu donc en Argentine, lui l'Uruguayen, que vous allez découvrir dans quelques instants. Ah, c'était bien vu, il n'y a pas de hors-jeu sur cette affaire, si, certainement, c'est signalé d'ailleurs, ça semblait assez net, hein, Jean-François. Mais au départ, beau mouvement. Oui. Ça n'est pas Juarez d'ailleurs, c'est Graziano hein, qui est... C'est notre attaquant à gauche qui est resté un petit peu statique et qui n'est pas très attentif. Dommage parce que c'est une bonne action, mais maintenant les Uruguayens sont relativement passifs, je dirais, dans l'entrejeu. Ils n'exercent pas une pression énorme quand le ballon est en possession des joueurs de milieu de terrain équatoriens. La différence a été faite. Mais il reste tout de même dangereux dans la profondeur sur chaque coup à jouer parce que Magallanes et Silva sont 2 joueurs qui demandent beaucoup la profondeur et qui pèsent constamment dans le dos de la défense équatorienne. Et c'est Magallanes qui sort, remplacé donc par Sébastien Abreu, alors qu'il reste... avec des arrêts de jeu, sans doute une demi-heure à peu près à jouer. Magallanes qui a fait un excellent match. Très présent. Très bon match, très bon joueur. Du score. Joueur très athlétique, très bonne technique, bon jeu de tête. Passé tout près du doublé, effectivement, il y a quelques minutes sur une belle tête. Là encore, le gardien limite dans sa sortie. Oui. Une fois de plus, il avait été battu. Bon, c'est clair, les sorties, ça n'est pas son truc.
C'est pas le meilleur gardien sud-américain qu'on ait vu lors de cette compétition. Ah oui, mais il suffit qu'on dise qu'il y a de bons gardiens en Amérique du Sud, Oui, hein, mais... ou que ce soit, hein, il suffit qu'on dise quelque chose et il se passe l'inverse dans la seconde qui vient. C'est comme ça, c'est une règle. Ouais, c'est passé pour l'Équateur. Ça circule bien. Ils reprennent un petit peu du poil de la bête, les Équatoriens. Et vous l'avez dit fort justement, les Uruguayens de leur côté ont levé sans doute un petit peu le pied. Et là, c'est un corner concédé par Mendes. On a toujours cette impression, quand une équipe est largement menée au score, on a toujours l'impression qu'elle reprend un petit peu la maîtrise du jeu, mais elle reprend la maîtrise parce que l'équipe adverse relâche un petit peu sa pression défensive, donc elle permet finalement à l'équipe adverse de prendre une certaine maîtrise du ballon, mais c'est jamais très très dangereux finalement. Il faut faire attention un petit peu à ces impressions furtives. On sort parfois de certains matchs, on a eu beaucoup le ballon et puis à la sortie on a perdu 3-4-0. Et en football, ce qui compte, c'est le tableau d'affichage. Oui, c'est le réalisme. Hein. Ce qu'il faut en football, c'est tout simple, c'est marquer des buts. Et on peut toucher le ballon 90 minutes. Tant qu'on ne marque pas de but, eh bien on n'avance pas. On fonce un petit peu des portes ouvertes là en ce moment, hein, Jean-François, mais bon, il faut bien reconnaître que le match n'est pas tout à fait à la hauteur. Des impressions, c'est vrai que moi je l'ai vécu très très souvent dans des matchs où le score est très très large, on reprend forcément un petit peu la maîtrise du jeu parce que l'équipe adverse, c'est elle finalement qui vous laisse faire. Mais c'est pas très très dangereux. Une bonne action. Ouais, vigilant tout de même en défense les Uruguayens. On sent que même un but, non, ça ne ferait pas du tout leurs affaires. Là, il y a du hors-jeu encore et ce but-là ne sera pas valable pour Juarez. Bon, le problème étant toujours de ne pas trop relâcher parce que la différence, elle est tout de même infime entre les équipes. Donc, il ne faut pas trop relâcher parce que si on relâche beaucoup trop au niveau de la rigueur, en face, il y a de bons joueurs et très très vite, les joueurs adverses peuvent reprendre un petit peu de confiance. On le voit, dès que la pression de nouveau est bien effectuée, la récupération se fait beaucoup plus haute et les Équatoriens ont plus de mal. Ouais, le tacle qui permettent aux Uruguayens de faire reculer en fait une vingtaine de mètres les Équatoriens qui essayent de construire, au moins sauver l'honneur et réduire l'écart, soigner, essayer de limiter la casse au niveau du goal average. J'ai l'impression que les sorties aériennes, ça n'est pas le point fort d'un gardien comme de l'autre, d'un côté comme de l'autre. C'est pas le point fort des deux gardiens. Mais bon, on voit ces Équatoriens qui arrivent à avoir un certain monopole du ballon pour l'instant, mais c'est dû à la position très basse de la défense uruguayenne qui ne fait plus l'effort de venir en soutien de ses milieux de terrain. Elle reste dans une position relativement basse et il y a beaucoup d'espace maintenant entre le milieu de terrain uruguayen et sa défense qui permet aux Équatoriens d'avoir, je dirais, un semblant de monopole du ballon, mais c'est très très difficile quand même de se montrer dangereux dans les 25 derniers mètres. Ballon en profondeur, encore une fois, beaucoup trop profond. Oui, parce que dans les 27 derniers mètres, après c'est le talent. Il faut avoir du talent dans la dernière passe, il faut avoir du talent individuel pour faire la différence. Et ça, les Équatoriens ne l'ont pas. Oliveira, un grand bonhomme de cette rencontre qui conserve le ballon mais qui finit donc par le perdre finalement. Bon, c'est un résultat très positif pour les Uruguayens. Ils vont se resituer dans la partie haute du classement. Et très très important de bien se positionner à l'amorce de la deuxième partie de ce tournoi pour engager les matchs retour. Effectivement, on jouera
Oh, ça a failli passer pour Abreu et finalement miraculeusement entre les jambes, eh bien Ibarra parvient à freiner ce ballon et à l'intercepter. Abreu, il avait eu un joli coup d'œil sur cette affaire en essayant de viser encore une fois entre les jambes. Est-ce que c'est Abreu d'ailleurs? Non, c'est Silva. C'est Silva. C'est Abreu au départ qui a fait le réalisateur, fait la passe, ouais. Malheureusement n'a pas montré tout le départ de l'action, mais Abreu au départ a fait un super contrôle aérien de la poitrine et a remisé sur un joueur venant de derrière lancé qui lui a trouvé une très très bonne passe en profondeur sur Silva. Silva qui reste constamment dangereux, hein. Depuis le début du match, c'est un joueur qui demande constamment la profondeur. C'est le feu follet de l'attaque. Mais Abreu a montré des qualités dans le jeu aérien, dans la maîtrise aérienne, qui sont, je dirais, l'apanage un petit peu des Sud-Américains. Et c'est vrai que dans cette attaque uruguayenne, on les confond un peu parce qu'il y en a un qui était en blond, on a l'impression qu'il est chauve, Abreu est chauve, et voilà, ceci explique cela. Mais l'autre n'a pas de cheveux, Olivier. Oui. Et Silva était tout près du doublé, et néanmoins, excellente intervention d'Ibarra. Voilà, il faut le dire quand même, on l'a pas mal chambré, le gardien équatorien, mais sur cette affaire, même s'il est un petit peu heureux, il a réussi à s'en sortir parfaitement bien. Oui, non, je crois qu'on ne l'a pas chambré, ça peut souligner un petit peu ses défaillances dans le domaine du jeu aérien, dans les sorties aériennes, mais sur sa ligne, il a été, je dirais, très très correct. Et cette victoire, c'est à cela que je pensais tout à l'heure, cette victoire acquise maintenant de l'Uruguay sur l'Équateur, bien va permettre aux Uruguayens de rester au contact, puisque l'Argentine victorieuse au Pérou compte 19 points, la Colombie 15, le Paraguay 14, l'Uruguay 14. Ce qui permet donc à ces quatre équipes, si ça s'arrêtait là, d'aller à la Coupe du Monde. Et le Brésil, qui a aussi 14 points mais qui est plutôt barragiste, jouerait contre une équipe venue d'Océanie. Des choses tout à fait surmontables pour les Brésiliens. Vraiment dans les cordes des Brésiliens. Mais moi, je suis persuadé que les Brésiliens ne seront pas barragistes. Il n'y a pas de problème. Et dans les matchs décisifs, ils seront là, puisqu'on l'a vu dans le match qu'il fallait gagner contre l'ennemi héréditaire, l'Argentine. Ils étaient là, ils ont gagné. Voilà, même s'ils se sont fait doucher après au Chili en prenant 3-0. Le match Brésil-Bolivie, vous le suivrez à partir de demain sur Pathé Sport. Demain, en tout cas à partir du vendredi, on sera le vendredi 8 septembre. Voilà. Il s'en est passé des choses d'ailleurs dans cette rencontre, et quand on vous parlait des résultats en dents de scie des Brésiliens, si vous suivez cette rencontre Brésil-Bolivie, vous vous rendrez compte effectivement que les quinzaines se suivent et ne se ressemblent pas, alors qu'on bouclera la fin des matchs allés aux alentours du 6-7 octobre pour la prochaine journée qui sera donc la 9e et qui marquera la mi-course dans cette lutte pour la qualification à la Coupe du Monde 2002 qui aura lieu, je vous le rappelle, au Japon et en Corée du Sud. On a vu le numéro 7, Ruarez, avoir un geste d'humeur qui n'a pas lieu. Il a mis un mauvais coup, je dirais, au visage du défenseur uruguayen. Il s'était déjà pas mal protégé au niveau de ses bras et de son jeu de corps, mais ensuite il a eu un geste, je dirais, très très méchant qu'on ne devrait pas voir sur les terrains de football. Et pas d'avertissement, j'ai l'impression. L'arbitre n'a rien sanctionné sur cette affaire. Je pense qu'il ne l'a pas bien vu, quoi. Alors que Recoba pourrait faire son entrée du côté uruguayen dans quelques minutes. Alvaro Recoba, joueur de l'Inter de Milan, même si on ne peut pas dire que ce soit un titulaire indiscutable, loin de là. Et pas titulaire, mais Recoba, il marque des buts décisifs. L'année dernière, dans le championnat italien, il est souvent rentré. C'est un joueur qui rentre souvent en cours de match et un joueur avec une redoutable frappe du pied gauche. Et le voilà qui remplace Silva, qui a été buteur. C'est lui qui a marqué de la tête le deuxième but juste avant la pause. Il aurait même pu en marquer un deuxième il y a quelques instants sans une prouesse d'Ibarra. Voilà donc Silva, auteur d'un très bon match, qui est remplacé par Recoba. Silva accrédité vraiment d'un gros match, très très présent et très bon dans le jeu collectif, qui participe à la reconquête du ballon. C'est un très bon attaquant. Encore une déviation d'Abreu. Ouais, Recoba tout de suite, premier ballon, vous avez vu la talonnade.
Ça aurait pu passer et ça aurait presque pu être une passe décisive si derrière il y avait une frappe. Recoba est intéressant aussi, lui, sur les coups de pied arrêtés notamment. Hein. C'est un tireur redoutable de coups francs. Un joueur qui a une frappe de balle d'une puissance extraordinaire. Ouais, il s'arrachait en espérant retrouver ce ballon de la Cruz, mais il ne lui parviendra pas. Et côté uruguayen, on peut se défendre. On peut repartir à l'attaque, surtout avec Abreu, qui aurait bien aimé que l'arbitre donne un petit quelque chose. Ouais, et monsieur Cervantes lui dit attention, toi là-bas, si tu continues à m'interpeller, ça va se terminer par un carton jaune, voire plus. Donc moto sur la béquille, comme on dit. Oui, et puis l'arbitre avait complètement raison, puisque Abreu avait passé le bras au-dessus du visage et de l'épaule du défenseur. C'est lui qui avait fait la première faute. Oui, mais le côté c'est pas moi, c'est lui est très présent chez le footballeur Sapiens. Oui, je pense que c'est vrai qu'il faut, au haut niveau, on voit une grande utilisation faite par les joueurs au niveau du jeu de corps, notamment avec leurs bras, mais il faut aussi admettre que l'arbitre fasse bien son travail, et quand l'arbitre vous pénalise parce que vous avez fait une faute, je crois qu'il faut savoir respecter l'arbitre, et puis ça, il faut rien dire, il arbitre bien, il fait bien son travail. Un quart d'heure en tout cas à jouer dans le temps réglementaire de cette rencontre, avec le bon centre de Recoba, mais qui ne trouvera pas la tête d'Abreu. Un quart d'heure à jouer dans cette rencontre dominée 3-0 par l'Uruguay, mais disputée depuis 10 minutes, un quart d'heure sur un faux rythme. Oui, un non-rythme d'ailleurs. On est dans un match où il n'y a plus de bloc équipe. On vient de le voir sur ce plan. La défense équatorienne est à 25 mètres de son but, et la défense uruguayenne est à 30 mètres à peu près de son 30-35 mètres de son but. Donc beaucoup d'espace dans l'entrejeu. Il n'y a plus beaucoup de rythme dans cette rencontre. Je crois que les choses, la messe est dite, et les joueurs vont maintenant gérer le match jusqu'à sa fin. Attention tout de même à Akinagua, qui a été finalement stoppé. Et ça repart côté uruguayen, par l'intermédiaire de Garcia, notamment le numéro 5. Non, ça n'est pas passé. Il y avait un petit hors-jeu sans doute. Les balles en profondeur, hein, ça n'a en général pas donné grand chose côté équatorien. Il y a toujours eu un défenseur uruguayen pour mettre la tête ou le pied. Oui, et puis il y a surtout que le premier ballon, ce ballon en profondeur, au départ il est pris par la défense uruguayenne, mais il y a surtout que le milieu de terrain équatorien n'a plus maintenant les ressources pour venir soutenir, et le deuxième ballon ensuite retombe dans les pieds des milieux uruguayens. Donc jouer le premier ballon en profondeur, ça peut être intéressant, mais il faut aussi venir soutenir, parce que si ce ballon est gagné par la défense, il faut être à la tombée du deuxième ballon. Là, ça peut être intéressant dans ce cas-là, mais si on a un espace trop grand entre le milieu et l'attaque, c'est voué systématiquement à l'échec. On sait très bien que les défenseurs vont prendre 8 ballons sur 10. Et regardez Recoba, il a grillé toute la défense pour la frappe derrière. Et encore une fois, si Abreu pouvait reprendre, il n'a pas pu, mais encore une fois, c'est ce que je voulais dire. Ibarra fait ce qu'il faut, même si il ne l'a pas vraiment capté là, mais oui, c'est bien sa main. Il ne peut pas faire autrement, il a la main ferme, comme on dit dans le jargon du métier. Et sur une excellente frappe croisée de Recoba, on a vu toute la vitesse de Recoba, et puis quelle vitesse, quelle course de Recoba. Il a grillé deux défenseurs lancés, hein. Et la frappe derrière, effectivement, avec la main ferme d'Ibarra, qui permet de freiner, hein, de détourner légèrement et de freiner ce ballon. Et derrière, Abreu qui est trop court, qui ne peut reprendre. Il faudra attendre donc encore un petit peu pour voir un quatrième but uruguayen. Peut-être sur l'action qui suivra, puisque là il y aura un très bon coup franc. Et là, attention à Recoba, parce que c'est Oliveira qui s'est fait sécher.
C'était exactement limite avec la surface, mais c'était à l'extérieur. Sur la ligne, pratiquement. Oliveira qui s'est montré être un véritable poison pour cette défense équatorienne à partir de cette position, je dirais, intermédiaire entre son milieu de terrain et ses deux attaquants. Il a constamment bougé entre les deux lignes, celle du milieu et celle de la défense équatorienne. Il leur a posé beaucoup de problèmes par sa vivacité et puis par sa dextérité technique. Mais vraiment, la course tout à l'heure de Recoba et son occasion, c'était une merveille. Oui, il y avait une merveille aussi de jeu de corps parce qu'on voit uniquement la course, mais il y a eu beaucoup de travail avec le bras pour empêcher le défenseur de s'approcher. C'est des petits détails qui font la différence. Oui, là, il s'est vu un petit peu trop beau. Il a essayé d'envelopper ce ballon, de l'enrouler pour qu'il aille deuxième poteau cadré, mais c'est assez nettement manqué. On va dire qu'il a pris le vent. Oui, on ne sait pas très bien s'il a essayé de frapper ou de chercher le second poteau. Toujours est-il que c'est une frappe complètement ratée. Mais ça fait partie du jeu. Les 10 dernières minutes du temps réglementaire dans cette rencontre Uruguay-Équateur. Et je vous rappelle que nous sommes au Stadio Centenario, le stade du centenaire, à Montevideo. Retour d'une position de hors-jeu. Et un dernier changement pour la Céleste. L'entrée d'Andrés Fleurquín qui devrait remplacer normalement Pablo Garcia. Andrés Fleurquín. Pablo Garcia qui a bien mené le jeu à partir d'une position de milieu de terrain central. On voit beaucoup d'équipes maintenant au niveau international jouer avec un pivot central positionné juste devant la défense. Et c'est un joueur qui est à la fois souvent un meneur d'hommes, qui un peu le patron de l'équipe, mais à ce poste-là, maintenant, on voit des joueurs avec une grande technique parce que ce sont eux les premiers relanceurs, eux qui sont en position de première rampe de lancement. Et à ce poste-là, maintenant, il ne faut pas simplement avoir un joueur à vocation défensive, il faut avoir un joueur qui soit un joueur très très fort techniquement. C'est le cas de Garcia. Le changement est effectif. En tout cas, la sortie de Garcia, c'est le dernier changement pour les Uruguayens. Et la sélection pour Fleurquín. On a joué vite côté équatorien. Résultat, le ballon a été perdu. Un petit peu trop vite. Ça, c'était bien joué. Vous voyez, le centre avant qui remet en appui sur un joueur venant de derrière, ça n'a pas réussi, mais c'était une bonne action. Dario Silva et Nicolas Oliveira qui ont marqué aujourd'hui et qui totalisent 3 buts dans ces éliminatoires. En tête des buteurs, un joueur que vous connaissez sans doute, Jean-François, qui répond au nom de... je ne sais pas si je vais arriver à bien le prononcer. Rivaldo. Oui. Rivaldo, le Brésilien, qui est en tête donc des buteurs avec 5 réalisations. Quelquefois. Oui, ça vous est arrivé du côté de Barcelone peut-être. Oui, peut-être. Ça doit être ça. Et Hernan Crespo, deuxième meilleur buteur, en compagnie d'Ivan Zamorano. On retrouve quand même de grands noms en tête. Oui. Si je voulais la liste, par exemple, des 5 premiers, Rivaldo 5 buts, Hernan Crespo, Ivan Zamorano 4 buts. Et derrière, on trouve Vérone 3 buts, Batistuta 3 buts et Romario 3 buts. Voilà, les 5-6 premiers, il n'y a que du grand nom international, là, vraiment. Et à noter que les 5 premiers jouent en Europe. Oui, tous, oui, effectivement. Quand on parle souvent du football sud-américain aussi, il faut savoir que ces joueurs s'exportent et que... on en sait quelque chose dans le championnat de France. Ouais. 14, je crois, 14 ou 15 joueurs sud-américains actuellement en première division. Et que ces joueurs viennent maintenant faire leur carrière en Europe parce qu'ils ont l'occasion de jouer dans les meilleurs championnats du monde.
et peut-être de prendre un petit peu plus d'argent qu'ils n'en prendraient chez eux, hein, Ouais, c'est enfin, certain. oui, Non mais c'est logique, certainement, c'est la c'est un loi du aspect truc, ils s'exportent, ils s'expatrient. important, mais je pense qu'il faut. Moi, je préfère parler de l'aspect sportif Bien parce sûr. que l'argent, je dirais pas Mais que c'est c'est vrai que c'est secondaire, important. mais Oui, enfin on peut imaginer qu'un joueur qui s'expatrie comme ça, derrière, bah, il fait sans doute vivre toute une famille hein, en Amérique du Sud et rien que ça, eh bien, bah, pourquoi pas, c'est intéressant et c'est bien. oui. Et puis je dis bon, certainement que l'argent a un attrait indéniablement, mais il y a aussi le fait de jouer dans des L'intérêt championnats où vous êtes sportif, bien confronté sûr. tous les dimanches aux meilleurs joueurs dans des stades qui sont pleins et moi je veux toujours croire que le joueur de football avant tout c'est un joueur, c'est quelqu'un qui aime le jeu pour le jeu et cet aspect-là je pense passe souvent en premier pour les joueurs. Bien sûr, il faut l'espérer en tout cas. Hein. Alors, j'en suis Il faut sûr. Moi, j'en souhaiter. suis certain. Quand Ouais. j'ai eu l'occasion de côtoyer au quotidien les joueurs de haut niveau des équipes nationales, et je peux vous dire que avant tout, ce sont des joueurs qui aiment le football, qui aiment le Bien jeu, sûr. et je suis persuadé que, et on le voit d'ailleurs, ils sont souvent là, ils jouent pour des œuvres caritatives, ils sont présents quand on leur demande. Ce sont des gens qui aiment avant tout le football. L'argent, bah, bien sûr, il y en a, on peut pas le nier, mais je pense que ces joueurs, de toute façon, joueraient au football, même si on leur donnait pas d'argent. Il y a un nouveau carton. Et même une expulsion pour le numéro 2. Oui, il avait déjà été averti, effectivement. Poroso, le numéro 2 équatorien. Bah, décidément, c'est la galère jusqu'au bout pour les Équatoriens. Menés 3-0 et qui en plus vont terminer à 10 contre 11 avec cette expulsion de Poroso. On est dans oui, c'est tout à fait logique. Mais alors, il y a quelque chose qui nous a échappé, c'est qu'on n'avait pas du tout vu que Poroso avait pris un carton jaune. Or là, l'arbitre, me semble-t-il, a d'abord sorti un jaune et ensuite le rouge. Oui, il y a peut-être eu confusion. Le rouge semblait direct. C'est vrai que le tacle, hein, Jean-François, Oui, était le tacle avec appuyé. les deux pieds décollés du sol, c'est un tacle dangereux, mais bon, c'est la conséquence, je dirais, de la faiblesse de cette équipe équatorienne qui laisse maintenant de l'espace parce que les Uruguayens leur laissent un semblant de maîtrise. Donc on a tendance, quand on a la maîtrise comme ça, à se sentir bien et à commencer à libérer des espaces dans le dos. Et les Uruguayens savent très très bien en profiter sans beaucoup appuyer sur l'accélérateur, mais ils savent jouer quelques coups décisifs. Ouais, Abreu, geste c'était bien amené technique le extraordinaire. ballon, c'était bien vu. Attention à la tête de Cedrés qui est derrière. Et encore une fois, le gardien qui passe complètement au travers. Voilà le 4e but à la 87e minute de cette rencontre. Et bien juste après l'expulsion de Poroso, on le disait, c'était difficile pour l'Équateur. 4-0. C'est encore plus rude. On va y arriver. Un peu de mal à parler français. La pyramide des joueurs de la Céleste était belle à voir. Ils sont plutôt contents. Joli travail d'Abreu en tout cas, qui attire toute la défense vers lui et qui après, le voilà, Abreu justement. Il a fait un geste technique extraordinaire parce que dans un premier temps, il s'est fait une déviation pour lui-même qui a lobé complètement le défenseur et ensuite il a fait une passe décisive. Mais au départ, Et en fait, ça n'est pas lui, figurez-vous, Jean-François, c'est ce que je viens de voir. C'est plutôt le 6 et en l'occurrence Mendes qui, voyez, fait c'est lui qui en fait remet ce ballon en cloche et bien il arrive de derrière, Cedrés, et il peut prendre ce ballon de la tête, mais avec un gardien particulièrement mal placé là encore, qui est 2 mètres devant sa ligne de but. Il n'est ni sorti ni sur sa ligne, et ben forcément derrière un ballon un petit peu en cloche, et voilà Cedrés et non Cebres qui donc permettent à l'Uruguay de mener encore plus largement 4-0. Oui, je dirais le score reflète parfaitement la différence entre les deux équipes. Dès que les Uruguayens accélèrent un petit peu le jeu, dès qu'ils deviennent rigoureux, ils posent d'énormes problèmes à la défense équatorienne. Cedrés qui n'a joué qu'un match de ses éliminatoires pour le moment et qui marque donc son premier but dans cette compétition.
Le voilà, tiens, justement, Cedrès, qui a pu transmettre à Oliveira. On joue vraiment les dernières secondes, hein. Il y aura bien sûr du temps additionnel, mais c'est vrai qu'à 4-0, de toute façon, il n'y a pas grand-chose qui devrait changer. Peut-être pour l'honneur, les Équatoriens pourraient réduire le score dans 1 minute. En tout cas, ce sera la fin du temps réglementaire de cette rencontre. Moi, je crois que les Équatoriens ont tout intérêt à rester prudents parce que vouloir absolument marquer un but, c'est libérer encore plus d'espace et c'est 4-0 maintenant. Et il vaut mieux rester un petit peu derrière et ne plus libérer d'espace à cette équipe uruguayenne qui sait parfaitement en profiter. Chaque mauvais placement de la défense équatorienne est aussitôt exploité. Sachez que lors de la prochaine journée de cette zone âme sud, de ces éliminatoires, ce sera donc la 9e journée, on l'a dit, la fin des matchs aller. Eh bien, l'Équateur recevra le Chili dans un match qui vaudra cher, surtout pour les Chiliens, battus chez eux lors de cette journée, battus chez eux par la Colombie 1-0. Les Chiliens qui sont en train de voir sérieusement la Coupe du Monde 2002 leur passer sous le nez, même si rien n'est fait. Il y a un petit trou tout de même qui s'est fait entre les 5 premiers à 14 points, entre 19 et 14 points, et le 6e, en l'occurrence le Chili, qui reste à 10 points. Donc finalement déjà un écart de 4 points. Et donc les Chiliens se déplaceront du côté de l'Équateur. Et alors en revanche pour l'Uruguay, eh bien ce sera sans doute le choc de cette 9e journée, puisque le 8 octobre, le même jour qu'Équateur-Chili, eh bien il y aura Argentine-Uruguay à Buenos Aires, un match qui promet beaucoup. Et en cas de bons résultats pour l'Uruguay, ce sera l'occasion de revenir au contact là avec l'Argentine, qui est un petit peu détachée, qui a notamment fait un début d'éliminatoire tonitruant. Oui, les Argentins ont eu un seul petit passage à vide, et encore c'est au Brésil. Effectivement, donc on peut perdre un match quand c'est un match perdu au Brésil, sinon les Argentins font un parcours, je dirais, parfait. Victoire au Pérou, là, la victoire au Pérou est importante. Bien sûr. C'est toujours difficile de jouer au Pérou parce que c'est un match qui se joue à une altitude très élevée et toujours très difficile de battre le Pérou. Oula, attention, il est tout près du 5e but à Breu. Il ne parviendra pas à saisir du ballon, mais il y aura en revanche un corner. C'était chaud, alors que depuis 1 minute 20 on joue le temps additionnel. On était tout près du 5-0, effectivement. Et puis il n'y a plus d'organisation. L'équipe équatorienne est complètement désorganisée. On le voit sur les images, et les défenseurs, tout le monde fait un petit peu n'importe quoi, et c'est une défense qui est un petit peu à l'agonie. Et l'intervention de cet arbitre colombien pour une charge sur le gardien Ibarra lors de sa sortie. Oui, pour en terminer avec l'Argentine, 8 matchs disputés depuis le début de ces éliminatoires, 6 victoires, 1 nul, 1 défaite, on l'a dit, c'était au Brésil, 18 buts marqués pour 7 encaissés, c'est bien parti. Ils avaient notamment attaqué par 5 victoires consécutives, ce qui est plutôt pas mal. Moi je crois beaucoup en l'Argentine. Pour la Corée et le Japon, ça sera une des équipes dangereuses. Voilà, c'est terminé en tout cas pour cette rencontre entre l'Uruguay et l'Équateur à Montevideo, au stade du Centenaire, on vous l'a dit. Victoire 4-0, début de Magallanes au quart d'heure de jeu, Silva à la 38e, 2-0 à la pause, Oliveira 50e, 3-0 et Cedrès il y a quelques instants à peine à la 86e pour le 4-0. On se quitte sans doute sur cette image du stade du Centenaire, une bien jolie vue, et au ralenti le tout dernier but, il est signé Cedrès. Et voilà l'Uruguay qui reste donc au contact avec 14 points. Il y a un paquet d'équipes mais qui sont avec ces 14 points à 4e. 3 équipes donc 3e, 4e et 5e avec 14 points. Le Paraguay, l'Uruguay et le Brésil. Juste devant la Colombie 15 points. Et en tête, on l'a dit, l'Argentine 19 points. On a vu un match déséquilibré. On le savait. Jean-François, à bientôt. Bonsoir Olivier. Merci à vous Jean-François Jodard.